Donc, pour présenter, Dany et Mme Aubert en ont fait allusion, l'état des lieux de l'alimentation scolaire au Québec. J'inviterai donc Maëlle Brouillette, qui est la coordonnatrice du chantier pour un programme d'alimentation universitaire au Québec, PASUQ, à venir sur scène. Bonjour, mon nom c'est Maëlle, je suis la coordonnatrice du chantier pour un programme d'alimentation scolaire universelle au Québec. J'ai la chance de travailler depuis maintenant janvier, février 2021 avec les membres du comité de pilotage à faire atterrir un peu cette vision-là, ce rêve-là, et de contribuer à la mobilisation collective autour de l'alimentation scolaire, mais aussi à la mobilisation des connaissances en alimentation scolaire. Donc, j'ai vraiment un gros privilège aujourd'hui de vous présenter ça. Puis merci au comité de m'avoir fait confiance il y a 1 an et demi pour commencer cette démarche-là. Donc, l'alimentation scolaire, notre recherche, en fait, c'était une approche collaborative. On ne savait pas trop un peu où on s'en allait. On avait besoin de faire un peu comme une genre de recherche-action, aller sur le terrain parce qu'on n'en avait pas de données. Il n'y en avait pas de données sur l'alimentation scolaire. On ne savait pas combien d'écoles avaient des programmes, on ne savait pas qui était où, on ne savait pas qu'est-ce qui se passait dans les régions, on ne connaissait pas la réalité de chacun. On se doutait fort bien qu'il y avait beaucoup de choses à savoir là-dessus. Mais avant de faire une proposition, il faut effectivement consulter, mobiliser et aller chercher les connaissances sur le terrain. Donc, on a fait une grande démarche, une très grande démarche que Dany vous a présentée tantôt, mais juste pour vous signifier que c'est à peu près 1200 contributions. Donc, on a fait environ 18 groupes de discussion virtuels lors des pré-événements, donc depuis mai, mais aussi on a été dans 4 régions du Québec. On a eu la chance de travailler, on a amorcé le travail avec la table de sécurité alimentaire des Premières Nations, des Inuits du Québec et du Labrador. Et aussi, on a pu rencontrer vraiment, il y a vraiment une pléthore de gens là, qui se sont unis pour nous donner leurs connaissances, pour nous donner leurs perspectives. Donc, ce qu'on vous présente aujourd'hui, c'est vraiment le fruit de toutes ces réflexions-là. Puis on a de la chance qu'il y en ait beaucoup dans la salle qui sont ici, mais aussi à la maison. Je ne vous vois pas, mais je suis certaine que vous êtes là, que vous me reconnaissez. Moi, j'ai eu le plaisir d'aller animer dans à peu près toutes ces rencontres-là. Donc, c'est vraiment génial. Donc, voilà, c'est vraiment beaucoup de gens, beaucoup de savoir, beaucoup de têtes dans cette proposition qu'on va faire aujourd'hui. Donc, un peu dans le tour du monde, on se dit, bon, bien, les programmes d'alimentation scolaire au Québec, n'a pas, tu sais. Mais il y en a dans le monde. Il y a à peu près 25 pays où la couverture elle est 100% universelle. Les enfants vont manger à l'école tous les jours. Ils ne se posent pas de questions, c'est là qu'ils mangent. Il y en a à peu près dans une dizaine de pays que c'est quasi universel. Ça veut dire qu'ils vont rejoindre en moyenne 75% des enfants qui sont inscrits au primaire. Il y a beaucoup de bienfaits démontrés. Le comité de pilotage était parti avec une idée de 8 principes en se disant mais ils vont en avoir des retombées au niveau de la santé des populations, au niveau de la persévérance scolaire, au niveau de la santé mentale aussi des jeunes et aussi sur l'environnement, l'économie et le développement de territoires durables. Bien, il y avait raison. Parce que quand on a fait la revue de littérature, c'était partout ces bienfaits-là des programmes. C'est démontré. Il y a plusieurs études. Je vous inviterai d'ailleurs à consulter le rapport qu'on a émis la semaine passée, qui est sur le site du PASUQ. Donc, c'est ça. Au Canada, on se dit, on doit être pas pire, on est un pays riche, on est bien. Mais non, on est les derniers. Surprise! En fait, il y a environ 12% des élèves au Canada qui bénéficient de programmes d'alimentation scolaire. Donc, dans la moyenne du monde, c'est 61% des élèves qui mangent à l'école, généralement, avec des programmes. On est le seul pays du G7 qui n'a pas de programme d'alimentation scolaire. C'est surprenant, quand même. Et malgré qu'il y ait 1 milliard qui a été annoncé en 2021 par le gouvernement fédéral pour investir dans un programme national de nutrition scolaire, les fonds ne sont pas encore descendus. Mais il y a des démarches qui se font actuellement. Il y a eu un rapport qui est sorti sur qu'est-ce qu'ils ont entendu dans une grande démarche de consultation l'année passée. Et c'est vraiment fort pertinent. Ça colle avec les propositions qu'on a ici aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui se passe au Québec en alimentation scolaire? Je vous ai fait ça dans un petit cabaret de cafétéria. 36% des écoles ont des cuisines complètes. 36% des écoles sur 2323 écoles. C'est très peu. Puis quand on parle de cuisine complète, c'est des cuisines qui sont assez en mesure de fournir des repas pour l'ensemble des élèves de l'école ou une partie des élèves de l'école.
Ensuite, il y a 41 des écoles qui n'offrent pas de programme scolaire. Ça fait quand même une trolley de personnes là, qui ne mangent pas à l'école, peu importe le matin, le midi, qui ont des collations, mais qui sont souvent emballées, préparées d'avance parce qu'on ne peut pas justement avoir accès à un espace pour couper des fruits et légumes frais et ces choses-là. Il y a environ 200 000 élèves qui sont en situation d'insécurité alimentaire, quand on parle de 1 sur 5. Là. Donc, c'est quand même beaucoup d'élèves qui pourraient avoir accès à ça. Et ce n'est pas parce que tu n'es pas en insécurité alimentaire que tu manges sainement aussi. Donc, pour nous, le programme, ça va aussi aller permettre d'avoir tous les nutriments nécessaires pour que les enfants puissent faire leur cheminement comme il se doit. Il y a 67 millions, donc l'IRIS a fait une étude justement sur le coût et les retombées d'un PASUC qui est sorti au mois d'août. Il y a 67 millions de dollars qui sont actuellement investis, qu'on peut repérer, okay, clairement repérer, qui sont investis en alimentation scolaire. C'est un peu des peanuts, là. Ça fait 0,38, ça fait 38 sous par jour d'école par élève au Québec, puis il y a 41 de ces élèves-là qui n'en bénéficient pas. Et il y a un tiers des enfants aussi, bon, pour l'alimentation saine, qui n'ont pas accès, qui ne mangent pas leurs 5 fruits et légumes recommandés par le Guide alimentaire canadien. Donc, c'est un peu le portrait au niveau statistique de qu'est-ce qu'on a au Québec. Qu'est-ce qui se fait dans nos écoles? Qu'est-ce qu'on a? On a des programmes de déjeuner. Bon, je ne dis pas dire programme, on a des initiatives de déjeuner, de dîner, de collation. On a des initiatives en littératie alimentaire qui se basent sur apprendre à avoir des meilleures compétences au niveau des choix alimentaires, du contexte de repas, mais aussi de tes compétences culinaires. On a également plusieurs jardins, plusieurs programmes d'accompagnement pour avoir des aliments sains, locaux, durables dans les écoles. Donc, il y a énormément de choses qui se font, mais ça ne suffit pas actuellement à la demande. À ça, dans les services où ce que les enfants vont manger, les enfants doivent payer quand même, les parents doivent quand même payer la supervision et le coût du repas. Donc, c'est des coûts qui s'additionnent. Imaginez un parent qui doit faire le choix entre aller travailler, envoyer son enfant au service de garde et payer un dîner d'un traiteur, et qu'il doit faire le choix déchirant entre le service de garde ou le dîner. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas parce que tu restes pas au service de garde ou au service de dîneur que tu vas manger sainement à la maison non plus. L'enfant va peut-être s'en aller tout seul à la maison, s'occuper de son dîner, revenir. Donc, on voit que c'est quand même quelque chose qui fait partie du portrait et des réalités des Québécoises et des Québécois. L'alimentation scolaire repose généralement actuellement sur les organismes à but non lucratif. Ce sont eux qui interviennent le plus de manière globale, holistique, dans les 8 principes qu'on souhaite pour justement fournir aux enfants des repas qui sont dans une perspective locale, saine et durable. Ça repose aussi beaucoup sur le travail rémunéré, mais surtout sur le bénévolat. On pense à certaines initiatives où ce sont des bénévoles qui, le matin, le midi, aux collations, vont être présents pour donner leur temps et permettre aux enfants d'avoir une assiette devant eux. Dans les écoles, il y a des services de cafétéria. Hein, on se dit, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup plus au secondaire. Je pense que c'est de l'ordre de 82 %. Mais au primaire, c'est de l'ordre des 36 si je ne m'abuse. Donc, il y a des services de cafétéria qui soient soit en autogestion, donc qui sont gérés par le centre de services scolaires comme à la CSSDM à Montréal, ou qui sont gérés de manière contractuelle avec des services de gestion alimentaire qui sont souvent qui sont à but lucratif. Donc, ce sont des entreprises dans les écoles. Je vais vous expliquer un peu l'enjeu que ça a. On a aussi des écoles qui font affaire avec des traiteurs sociaux ou des traiteurs à but lucratif qui vont faire livrer les repas. Donc, à l'école, des repas qui sont chauds ou qui doivent être réchauffés et distribués aux enfants. Il y a aussi des petites cuisinettes aménagées. Donc, dans certaines écoles, notamment dans les écoles, dans les communautés des Premières Nations et des communautés inuites, il y a beaucoup d'écoles qui ont des cuisinettes aménagées pour pouvoir pallier au manque d'infrastructures et pouvoir fournir des repas, par exemple des paninis ou des collations chaudes à leurs élèves. Et c'est ça. C'est ça qu'on retrouve. Il y a beaucoup de choses là, quand même, mais ça. Qui c'est qui finance tout ça? C'est une bonne question. C'est dur de se faire un portrait exact des fonds qui sont attribués à l'alimentation scolaire. Il y a le ministère de l'Éducation du Québec qui a des mesures, comme la mesure 15-012, qui vise à donner des soutiens
aux familles qui en ont besoin. C'est une mesure alimentaire. Et ça paye aussi les collations, en partie. Et donc, il y a des enveloppes budgétaires, mais il y a des mesures, comme la 15012 qui est récurrente, et il y a des enveloppes budgétaires que là, des programmes peuvent aller chercher de façon ponctuelle pour répondre aux besoins. Ils doivent déposer à chaque année, refaire la démonstration de leurs résultats et demander de l'augmentation de financement qui ne vient jamais ou très peu. Ensuite, il y a le ministère de la Santé et des Services sociaux. Ah! Eux autres, ils investissent. Ils investissent sur un temps avec la PGPS. Ils financent beaucoup d'organismes communautaires qui font l'intervention en alimentation scolaire, mais aussi ils déploient leur personnel, par exemple les répondantes en nutrition scolaire, les agentes écoles en santé dans les DRSP. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est présent, c'est du financement humain. Ensuite, il y a le MAPAC avec la Stratégie nationale des aliments la Stratégie nationale d'achat des aliments québécois, qui finance diverses initiatives pour pouvoir avoir des aliments locaux, durables et nutritifs dans les écoles. Il y a ensuite le ministère, le MEI, le ministère Économie, Innovation et tout ça, qui finance des entreprises en économie sociale qui vont intervenir beaucoup dans les écoles, par exemple. Donc, le mode de gestion de ces fonds-là va varier. Parfois, c'est envoyé à la commission scolaire qui vont faire des contrats avec des prestataires de services qui sont publics ou privés. Il y a aussi les écoles qui vont faire un contrat ou une entente de service avec une OBNL directement. Il y a des OBNL qui vont offrir leurs services aux écoles, par exemple pour des ateliers d'éducation alimentaire. Ils vont aller solliciter les écoles. Eux sont payés pour le faire. Il y a des coûts reliés, mais c'est souvent assumé par les OBNL. Et le service de garde scolaire aussi, qui va dégager des ressources là, pour s'assurer que les enfants aient des bons contextes de repas, des environnements positifs pour manger, mais aussi des collations accessibles. Il y a aussi la philanthropie. Ça fait partie du portrait de l'alimentation scolaire. En fait, il y a beaucoup de dons en argent, de commandites, des financements d'OBNL aussi qui sont dans la concertation et qui organisent des initiatives autour des écoles en alimentation scolaire. Les familles, bien sûr, qui achètent les aliments dans les cafétérias, qui payent les services de repas. Il y a le personnel scolaire qui n'est vraiment pas à négliger dans tout ça. Beaucoup de professeurs, d'enseignants, de personnel de soutien vont offrir de leur poche des initiatives, des collations, des repas de dépannage. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est là. C'est très difficile à chiffrer, mais je suis sûre que vous parlez à votre famille, puis il y a tout le temps une anecdote de « Ah oui, le prof a donné ça à tel enfant, blablabla ». Ensuite, il y a des communautés, les tables de concertation, les associations citoyennes, les OBNL, les coopératives, qui sont ceux qui interviennent le plus, comme je vous disais, en alimentation scolaire. Et comme je disais, il y a le travail exceptionnel des bénévoles qui sont là, mais un salaire bénévole, ça reste zéro. Donc, l'idée, c'est de souligner leur contribution, mais de se dire que toutes les personnes qui interviennent dans l'alimentation scolaire ont aussi droit à être reconnues pour ce qu'ils font, puis à offrir justement un salaire décent à tout le monde. Dans le système d'alimentation scolaire, c'est complexe parce qu'il y a plusieurs paliers qui vont intervenir dans tout ça. Il y a au niveau fédéral, qui a certaines règles, par exemple le Guide alimentaire canadien, qui va un peu encadrer tout ça. Il y a des encadrements aussi qui se font, qui viennent d'organismes fédéraux. Il y a, au niveau du provincial, il y a des politiques. Par exemple, la politique cadre pour un virage santé à l'école. Il y a les mesures qui viennent avec des sortes de contraintes, ou du moins des cahiers de charges dans les écoles. Il y a aussi les établissements qui ont leur propre politique, par exemple, de nutrition scolaire, qui doivent aussi dealer avec les familles, le service de garde, coordonner les services. Et il y a aussi tout ce qui est autour des écoles, au niveau du régional et du municipal. Les organismes, il y a certaines municipalités, par exemple, qui vont devoir mettre des réglementations sur la mise en place de restaurants de malbouffe autour des écoles. Ça, on espère qu'il y en ait moins, mais c'est ça. Il y a certaines municipalités qui sont obligées de légiférer à ce niveau-là. Donc, on a fait un petit tour des régions. Je ne vais pas vous présenter en détail ce qui se passe dans les régions parce qu'on a la chance tantôt d'avoir un panel avec les différents acteurs régionaux qui ont participé à ce tour-là, mais on a fait un tour du Québec un petit peu plus approfondi. On s'est traîné les pieds un peu plus au Saguenay-Lac-Saint-Jean, Montréal. On s'est traîné les pieds aussi dans la Naudière, puis dans l'Outaouais. Je me suis enfargée là-bas, mais c'était le fun. Puis, je suis un peu maladroite dans la vie. Et donc, à Montréal, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a beaucoup d'initiatives. Mais il y en a tellement, c'est vraiment dur de faire le tri. Une école peut avoir 3 initiatives différentes gérées par 3 personnes différentes.
J'ai toujours l'image de Lucie Lorrain du comité qui avait été interviewée pour l'émission L'épicerie à Radio-Canada, puis qui disait tu peux avoir une orange au déjeuner, une orange à collation, une orange au dîner. Puis ça vient pas de la même personne. L'enfant est tanné de manger des oranges, mais il mange des oranges parce qu'il a faim. Donc, c'est un peu ça l'idée. C'est vraiment complexe, c'est dur à mettre en cohérence. Il y a vraiment un désir à Montréal justement, d'adresser la complexité puis de faciliter l'efficacité, la coordination, la mise en commun des ressources. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, oh, wow, le Saguenay. Je fais des entrevues, là, des fois, là, récemment, là, puis yo, le Saguenay, vous êtes malade. Il y a tellement d'initiatives folles. On voit que vous êtes une communauté mobilisée. Vous mettez en place des choses. Au Saguenay, là, je me rappelle, à la grosse journée d'alimentation scolaire, il disait, la question qui se posait à la fin, c'est est-ce qu'on attend qu'il y ait un programme qui se descende ou on va se mobiliser nous-mêmes pour s'en créer un? C'est vraiment comme quand même quelque chose d'intéressant. Donc, il y a vraiment de l'effervescence. Il y a des initiatives qui vont adresser l'ensemble des 8 principes, des commissions scolaires, des centres de services scolaires qui, eux, se mettent directement à intégrer l'alimentation scolaire partout dans leur curriculum. Il y a des organisations qui vont changer leurs pratiques pour avoir un approvisionnement durable, éco-responsable. Il y a également le Lab École, oui, allô, qui ont fait des interventions là-bas justement pour tester ces nouvelles écoles, ces nouveaux genres d'écoles. Donc, pour nous, le Saguenay, ça a été vraiment très inspirant. Puis, c'est un exemple que j'aime bien donner parce que vous êtes vraiment, vraiment mobilisés. Et il y a aussi toute la question de favoriser les aliments boréaux. C'est ça, boréaux? Ça se dit boréal? L'alimentation boréale, pardon, je vais dire ça comme ça. Donc, vraiment, c'est au cœur là, de l'identité du Saguenay-Lac-Saint-Jean et c'est vraiment valorisé, donc, à l'eau Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, il y a la Naudière aussi qui, eux, ont commencé à se poser des questions, mais qui avaient déjà une démarche là, de système alimentaire enclenchée, donc une grosse réflexion sur comment on peut faire en sorte que toutes les personnes bénéficient d'un système alimentaire qui est sain, qui est local, qui est durable, mais aussi qui va permettre aux communautés de se développer, de s'appuyer là-dessus pour gagner en autonomie. Donc, à la Naudière, il y a quand même des beaux endroits, des producteurs. Il y a quand même un bassin de production assez intéressant. Ils considèrent les écoles comme des milieux nourriciers. L'école est le levier dans lequel on peut s'appuyer pour intervenir dans la communauté au niveau du développement durable. Donc ça, pour nous, c'est quand même une belle vision. C'est pas juste nourrir les enfants, c'est de pouvoir permettre à tout ce qui est autour des écoles de donner de l'amour à ces écoles-là, puis de les soutenir dans leur mission d'éducation par l'alimentation scolaire. En Outaouais, ce qui est ressorti, c'est vraiment la disparité entre les différents territoires, les différentes MRC. On a des MRC super urbaines, on a des MRC super agricoles. Les problématiques sont vraiment différentes. Puis, ils voient là-bas un potentiel de faire des maillages plus avec les producteurs du coin, de travailler là-dessus. Donc, de pouvoir justement travailler sur une meilleure équité. Donc, il y a vraiment une démarche là-bas qui est en train de se mettre en place également autour de l'alimentation scolaire pour s'assurer que chaque territoire ait accès aux mêmes services et à la hauteur de leurs besoins. J'ai eu l'occasion, en toute humilité, de travailler avec la table de sécurité alimentaire des Premières Nations et des Inuits du Québec et du Labrador. On a eu l'occasion de faire un petit survol, très survol. On a la collaboration à continuer à développer à ce niveau-là, justement dans le respect du rythme et de tout ce qui se fait dans les communautés. Donc, ce qu'on a constaté, c'est que évidemment la question de l'alimentation scolaire dans les communautés, dans les villages, c'est quand même quelque chose qui est assez traité. Hein? La plupart des écoles ont accès à des programmes de petit déjeuner. C'est comme, je dirais presque 98,5% des écoles dans les communautés, dans les villages. Ce sont des programmes qui, malgré l'insécurité alimentaire, sont relativement bien adaptés, en fait, aux besoins et aux pratiques culturelles de ces programmes. Il y a la question des aliments traditionnels qui prend quand même une grande place. On voit que 78% des ménages des Premières Nations du Québec et du Labrador vont se procurer ou consommer des aliments traditionnels. Mais il y a des enjeux au niveau de l'accès à ces aliments traditionnels-là par le MAPAC, entre autres, au niveau de la réglementation sanitaire, qui fait que c'est difficile de les procurer puis de les valoriser dans les écoles.
On voit aussi que la question de l'alimentation carnée est très importante. Hein. Au Nunavik, c'est 40 de la quantité totale des viandes et 16 des légumes, petits fruits qui proviennent de l'exploitation de subsistance. Donc, il y a beaucoup de cueillettes, il y a beaucoup de chasse et de pouvoir permettre aux élèves de goûter, de s'approprier le fruit de cette tradition collective, c'est quand même un bon défi. Donc, pour nous, au chantier, ce qui est ressorti de ce très court très court portrait de l'alimentation scolaire avec les communautés des Premières Nations et Inuits, c'est que de reconnaître, en fait, qu'ils ont leurs connaissances, ils connaissent leurs besoins, ils ont des initiatives en place. Et donc, on doit soutenir la valorisation de ces initiatives-là, mais leur laisser aussi l'autonomie et l'autodétermination nécessaire pour pouvoir intervenir auprès des communautés qui sont les leurs. Qu'est-ce qu'on a retrouvé, en gros, en alimentation scolaire? Il y a beaucoup d'inégalités, il y a beaucoup d'iniquités dans la matière d'accès à des initiatives ou des programmes entre les territoires. Le territoire de la Côte-Nord, le territoire de Montréal, le territoire de la Gaspésie, de la Madeleine, ce sont des territoires très différents au plan géographique, au plan aussi de ce qui est produit à cet endroit-là, autant de la population qui sont présentes, les types d'écoles également. Donc, c'est vraiment quelque chose qui, on ne peut pas dire on va donner tant de sous par tête de pipe dans les écoles pour dire, ben voilà, alors qu'il y a des écoles qui ont de la misère à avoir, ne serait-ce qu'un service de traiteur parce qu'ils sont très éloignés ou que c'est une école de 60 élèves. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on doit adresser dans le cadre de ce programme-là. Ensuite, les coûts des repas scolaires sont variables d'une école à l'autre et ça dépend du service offert. Service de cafétéria, service de traiteur, c'est comme tout le temps, les prix vont varier, donc il n'y a pas d'équité pour les parents par rapport à ça. Il y a l'adaptation aux exigences nutritionnelles et de l'offre des aliments en fonction de ce qui se retrouve sur les territoires. Ça, pour nous, c'est quelque chose quand même qui est ressorti. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean en est un exemple avec l'alimentation boréale. Et il y a vraiment un travail à faire pour permettre aux Premières Nations, pour faciliter la réglementation autour de la question des aliments traditionnels, pour pouvoir préserver la culture également et valoriser les pratiques. Il y a un travail immense des organismes communautaires. Pour nous, ça, c'est ce qui est sorti là, vraiment de l'étude. Ils interviennent dans toutes les sphères de l'alimentation scolaire, pas juste soutenir la faim, un peu comme le présentait Anne-Marie, tantôt, vous aviez les paliers, là, mais c'est vraiment dans une perspective de développement qu'ils vont agir. Et il y a beaucoup d'efforts aussi de concertation autour des écoles. Il y a beaucoup de mise en lien de ces organismes-là, mais il y a encore beaucoup de mise en cohérence à faire. Le financement des organismes, vous le savez dans la salle, vous le savez en ligne, est instable et non récurrent et très exigeant de remplir les rapports, les demandes, etc. On ne sait jamais si on va pouvoir répondre à la demande qui ne cesse de grandir dans un contexte économique extrêmement difficile. Donc, ça fait que tout le temps que tu passes à faire ces demandes-là, ces représentations-là, tu n'es pas en train de le passer à nourrir les enfants. Donc, ça, c'est quelque chose pour nous qu'un programme devrait pouvoir adresser, d'avoir des fonds récurrents qui ne demandent pas à être déposés à chaque année et qui puissent permettre justement d'agir en continuité puis d'ici peut-être 10 ans, nourrir tous les enfants dans les écoles. Ensuite, le contexte socio-économique, on l'a vu, la demande est grandissante. Il y a un contexte d'inflation quand même assez intense ici en ce moment. Il y a de moins en moins de main-d'œuvre disponible et les infrastructures. Ce matin, Ricardo, tu en parlais à Salut Bonjour, qui a des infrastructures vieillissantes, mal adaptées pour pouvoir fournir des repas scolaires, ne serait-ce que des ateliers culinaires. Ensuite, l'approvisionnement sain, local et durable, vu que ce n'est pas une pratique qui est très courante actuellement, il y a toujours l'idée que le coût va toujours dépasser ce qu'on pourrait payer avec des aliments qui sont importés ou qui sont déjà transformés en matière d'achat. Donc ça, c'est quelque chose à briser comme perspective. Il y a l'accès aux aliments sains, au niveau de la disponibilité également, des quantités. Et l'entreposage et la transformation des aliments est un problème majeur dans certaines régions. Donc, mais il y a des belles initiatives, par exemple des frigos communautaires, des coopératives de distribution qui se mettent en place. Mais ça, il faut continuer à soutenir ça puis à valoriser ça. J'ai presque terminé. Au niveau des constats, donc, ce qu'on ressort, c'est qu'il y a une couverture de plusieurs angles de l'alimentation scolaire
Il y a une vaste connaissance, vraiment, terrain, mais il y a très peu de données qui sont disponibles pour nous aider à faire des choix éclairés sur les décisions qu'on voudrait prendre pour nourrir les enfants. L'approche de coordination par les systèmes alimentaires territoriaux, c'est vraiment super pertinent dans un contexte québécois parce que chaque région est différente. Allô, l'équipe du SAT? Allô, l'équipe du TIES? Donc, ça, c'est vraiment quelque chose pour nous qui nous permettrait de pouvoir adresser de façon flexible et adaptée des solutions à chaque territoire. Donc, c'est ça. Les écoles et les centres de services scolaires, ils peuvent compter sur une communauté qui est mobilisée autour d'eux. Vous n'êtes pas tout seul, les écoles. Ce n'est pas juste à vous de faire ça. Il y a plein d'initiatives autour de vous qui en font. Donc, accueillez-les. Puis on veut que le gouvernement facilite ce maillage-là par un programme. Le gouvernement il investit déjà en alimentation scolaire. On l'a mentionné tantôt, Marc-Claude, je pense, nous disait ça. Donc, il sait que ça donne, il sait que c'est positif. C'est juste une question de choix de société. Il faut pouvoir discuter, ouvrir les horizons sur ces propositions-là. Il y a beaucoup de facteurs de réussite en place dans les programmes, dans les initiatives qu'on a vues. Il y a vraiment, là, dans les 6 conditions de succès des programmes, les initiatives qui sont en place, ils les cochent toutes. Tout ce qui nous manque en ce moment, c'est un petit peu de volonté, un peu de leadership politique, puis d'avoir un programme institutionnalisé. C'est tout ce qui nous manque en ce moment. Ensuite, les communautés des Premières Nations et Inuits connaissent leurs besoins. Donc, comme je disais, pour adresser la question de l'insécurité alimentaire, il faut s'appuyer sur le savoir de ces communautés-là dans leur communauté. Finalement, dans les solutions, donc j'ai mis une micro-partie de possibles initiatives que vous voyez là dans les gens, mais la coalition, le collectif québécois de la Coalition pour une saine alimentation scolaire, qui est représenté par Dany, ont fait un travail de cartographie des acteurs qu'on vous invite à compléter là-bas, juste proche du coin repas. Donc, ce qu'on voit dans les solutions qui sont en place, c'est d'avoir des solutions qui sont adaptées à la réalité des régions. On ne le nomme pas assez souvent, mais je le redis encore. Il y a des initiatives qui vont faciliter le maillage et les partenariats entre les acteurs du système alimentaire. Donc, ce n'est pas juste vu, le contrat d'une école à un organisme, c'est souvent vu dans une perspective globale. Il y a beaucoup d'initiatives qui ne sont pas répertoriées. Puis ici, vous avez des initiatives des grands joueurs là, qui sont connus, qui ont du financement, tout ça, mais Madame Ginette, là, à Côte-Nord, qui travaille à Cuisine Collective, puis que le mercredi, elle a décidé de faire des muffins pour les collations, là, bien, elle existe, Madame Ginette. Il y a le laitier de l'Abitibi qui va décider, lui, de prendre sa ronde de lait puis d'embarquer les fruits et les légumes pour aller les porter dans les écoles. Il existe ce laitier-là. Donc ça, c'est toutes des choses qu'on a entendues, mais qu'on ne répertorie pas, et ce sont des initiatives extrêmement inspirantes. Dans chaque région, les gens essaient de trouver des solutions. On est là au Québec. Il y a des résultats super intéressants sur une initiative en cours. Par exemple, il y a 22 écoles qui font partie de l'appel de projet de 100 degrés qui est soutenu par Équiterre, qui ont réussi à avoir une moyenne de 72 % des aliments locaux dans leurs écoles. Il y a des concertations des systèmes alimentaires scolaires qui sont en train de se mettre en place. Je pense à Montréal avec Anne-Marie Aubert, avec le Conseil SAM. Il y a des concertations autour de ça qui se mettent en place. Il y a des partenariats avec des producteurs locaux. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y en a un qui m'a vraiment frappée. 85 % de sa production est destinée au CPE et aux écoles. Le producteur, il ne se pose pas la question quand il passe sa saison si sa production va être vendue. Il y en a 85 % déjà de destinés aux écoles. Ça veut dire qu'il peut planifier le développement de sa production aussi, d'autres produits maraîchers, qu'il peut prendre le temps de développer des produits de qualité qui sont vraiment bons pour les gens, mais aussi bons pour la terre. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Il y a des mutualisations de ressources, comme je vous parlais tantôt, des coopératives qui se mettent en place. Donc ça favorise beaucoup l'économie sociale. Il y a de plus en plus d'institutions qui sont accompagnées par beaucoup de programmes. Le MAPAC finance allègrement l'accompagnement des institutions pour pouvoir manger local. Et il y a vraiment aussi beaucoup de programmes de réduction de gaspillage alimentaire et de plus en plus d'intégration de l'alimentation scolaire au curriculum des écoles. Voilà.